Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse. Nous commencerons avec un point sur les actualités du ministère des Armées. Nous passerons ensuite au focus thématique qui est dédié cette semaine au commandement de la cyberdéfense, le ComCyber, au cœur des combats d'aujourd'hui. Et à ce titre, nous sommes heureux d'accueillir le colonel Grégory Zeger, chef des opérations de l'état-major du ComCyber. Il vous présentera notamment l'exercice annuel interarmée de cyberdéfense DEFNET qui se déroulera du 17 au 28 mars. Et enfin, nous poursuivrons avec le point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Avant de débuter les actualités, je reviens brièvement sur deux événements marqués de cette semaine. Mardi, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, était présent pour l'ouverture de la deuxième édition du Paris Defense and Strategy Forum qui a débuté mardi et qui se termine ce soir. Lors de son discours, le ministre a souligné les liens d'amitié et les intérêts convergents qui unissent la France et les Pays-Bas, pays mis à l'honneur pour cette édition. Et en marge du Paris Defense and Strategy Forum, Sébastien Lecornu a participé à la réunion des chefs d'état-major des armées et à la réunion qui rassemblait les ministres de la Défense en format E5. Cette deuxième réunion s'est tenue hier au Val-de-Grâce, à Paris, et a réuni le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et ses homologues allemands, britanniques, polonais et italiens. Participaient également le commissaire européen à la défense et à l'espace Andrius Kubilius, le secrétaire général adjoint du service européen d'action extérieure Charles Friss et la secrétaire générale déléguée de l'OTAN Radmila Shekerinska, ainsi que le vice-ministre ukrainien de la Défense qui était en visioconférence. Les ministres ont discuté du soutien à l'Ukraine et de la nécessité de garantir les capacités européennes plus solides pour assurer la sécurité et la défense européenne dans l'esprit d'un partage équitable du fardeau entre les deux rives de l'Atlantique. Toujours en marge de ce forum, le ministre des Armées et son homologue néerlandais Ruben Brekelmans ont échangé sur le nécessaire réarmement européen et leur ambition d'accroître leur coopération dans les domaines spatial, maritime et aérien. Les deux ministres ont fait un point d'étape sur l'avancée de l'acquisition par les Pays-Bas de 4 sous-marins de classe Barracuda produits par Naval Group. Le ministre s'est ensuite entretenu avec John Healey, secrétaire d'État à la Défense britannique, et au cours de leur entretien, les deux ministres ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour une paix juste et durable en Ukraine et ont échangé sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et cet après-midi, à Ballard, le ministre participera à la réunion présidée par les premiers ministres qui réunira les présidents de groupes parlementaires en présence du chef d'état-major des armées. Je passe maintenant aux actualités du ministère. La guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine met en exergue le rôle crucial des capacités satellitaires pour le renseignement militaire. La France a déjà une conscience aiguë de la nécessité de disposer de capacités souveraines en matière d'observation spatiale et d'imagerie satellitaire. Et dans ce domaine, la France a franchi une nouvelle étape avec le lancement du satellite CSO-3 le 6 mars dernier depuis le Centre spatial guyanais, CSO pour composante spatiale optique. Il s'agit du troisième et dernier satellite du programme MUSIS, mené par la DGA et le CNES au profit du commandement de l'espace, de l'armée de l'air et de l'espace. Le système CSO est composé de 3 satellites, dont les 2 premiers ont été mis en orbite en 2018 et 2020. Il constitue le cœur souverain de la capacité spatiale militaire d'observation de la Terre. Ces satellites permettent aux armées d'accéder à des images d'une qualité sans précédent en Europe et ils représentent une plus-value significative pour les activités d'appui aux opérations, de renseignement et de ciblage. Je poursuis avec plusieurs actualités en lien avec la préparation opérationnelle des forces. Du côté de l'armée de terre, du 10 mars au 7 mai, la 2e brigade blindée organise le stage Koufra. D'une durée de 9 semaines, ce stage a pour but de dispenser les instructions nécessaires à la formation du groupement commando de la 2e brigade blindée. 25 à 40 stagiaires, sélectionnés parmi l'ensemble des unités de la brigade blindée, seront ainsi formés sur le camp de Bitche en Moselle. Ils intégreront ensuite cette unité interarmes de pointe, capable de réaliser des actions de renseignement
comme le combat au sein de l'échelon de découverte de la brigade. Le stage Koufra illustre la capacité d'adaptation de la 2e brigade blindée face à l'évolution de la conflictualité et aux réalités du champ de bataille. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rapprocher du CIRPATER. Autre exercice majeur. Du 1er au 14 mars, l'exercice Dragon Fury 2025 rassemble plusieurs unités de la Marine nationale et de l'armée de terre au large de Toulon. Près de 700 militaires participeront à cet exercice amphibie dans un environnement opérationnel de haute intensité en s'appuyant sur l'emploi de différents types de drones, dont certains sont offensifs. Sont engagés le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, la flottille amphibie, un groupement tactique embarqué du 2e régiment d'infanterie de marine et un sous-groupement aérien embarqué du 3e régiment d'hélicoptères de combat. Cet exercice met à l'épreuve la capacité des 2 armées à mener des opérations amphibies dans un contexte de déni d'accès. Dragon Fury a également été conçu comme un laboratoire grandeur nature pour la démarche d'innovation tactique et technologique des armées françaises. Des marins du Centre d'expertise des programmes navals, des experts de la DGA et plusieurs industriels ont ainsi pris part à cet exercice permettant de tester en situation réelle des innovations tactiques et capacitaires sur la base des retours d'expérience des conflits actuels. Et pour illustrer mon propos, je vous propose de regarder une courte vidéo. N'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPA Marine et du CIRPATER si vous souhaitez plus d'informations sur cet exercice. Du côté de l'armée de l'air et de l'espace, du 17 au 28 mars se tiendra l'exercice XLAD 25 sur le site de l'aéroport de Paris-Le Bourget. Il s'agit du premier rendez-vous interarmé et interministériel majeur dans le domaine de la lutte anti-drone depuis les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Au total, 230 participants issus du ministère des Armées, du ministère de l'Intérieur, mais aussi de la société civile et notamment du groupe aéroport de Paris, prendront part à cet exercice. Plus de 40 scénarios seront joués au-dessus ou à proximité de la plateforme aéroportuaire. XLAD 25 vise à capitaliser sur les enseignements tirés des JOP, à intégrer de nouveaux acteurs et à favoriser les échanges sur les évolutions et le renforcement des capacités de lutte anti-drone. Partout en France, le ministère des Armées propose aux jeunes des dispositifs pour découvrir l'univers de la défense ainsi que des pistes concrètes pour effectuer leurs premiers pas professionnels. Ainsi, les 21 et 22 mars prochains, la Marine nationale installe un forum des métiers à Lyon prenant la forme d'une base navale éphémère. Cet événement s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir les 80 métiers et 15 domaines d'emploi de la Marine nationale. Une immersion professionnelle exclusive en présence du chef d'état-major de la Marine, l'amiral Nicolas Vaujour. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPA Marine. Par ailleurs, le 29 mars à Lille, l'armée de l'air et de l'espace vous donne également rendez-vous pour la nouvelle édition de l'expérience Alpha organisée dans les locaux de la Voie du Nord. Cet événement, consacré aux jeunes de 17 à 25 ans, offre l'opportunité d'explorer l'univers des aviateurs de la défense, notamment à l'aide de simulateurs de vol et de casques de réalité virtuelle. À cette occasion, le mythique avion de la patrouille de France, l'Alpha Jet, sera installé dans le centre commercial Euralier. N'hésitez pas également à vous rapprocher du CIRPA Air et Espace si vous souhaitez plus d'informations. Parmi les dispositifs du ministère pour la formation et l'accompagnement de la jeunesse, le service militaire volontaire
SMV, est un dispositif militaire et d'insertion professionnelle destiné à des jeunes de 18 à 25 ans sans emploi. Nous fêtons cette année les 10 ans du SMV. Le nombre de jeunes formés comme le taux d'insertion sont en augmentation en 2024, avec près de 1500 jeunes qui ont pu intégrer ce parcours l'année dernière. Pour rappel, depuis 2015, c'est 9500 jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif. Autre chiffre encourageant, en 2024, le taux d'insertion a atteint 86%, ce qui signifie que les jeunes ont trouvé un contrat de travail ou ont poursuivi une formation à l'issue de ce service militaire volontaire. Et par ailleurs, le taux de féminisation atteint 30% pour la première fois. L'an dernier, les jeunes du CMV ont pu embarquer à bord du Belém lors du transport de la flamme olympique de la Grèce à Marseille. D'autres ont rejoint le bataillon de cérémonie pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Pour plus d'informations, je vous encourage à vous rapprocher du SGA.com. Toujours sur le thème de l'insertion, je vous signale la sortie du nouveau reportage du Journal de la Défense ce dimanche sur LCP. Il mettra à l'honneur les parcours de réussite proposés aux civils comme aux militaires par le ministère des Armées. Je vous propose sans plus attendre de regarder la bande-annonce de ce documentaire. Un cadre. On va reprendre et retomber sur l'axe jaune. Okay. Des formations, des évolutions de carrière ou des reconversions. Le ministère des Armées accompagne militaires comme civils. Réglé au niveau de la biellette axiale. Rencontre avec des femmes et des hommes méritants et inspirants dans le Journal de la Défense. Dimanche à 17 h. Autre événement en faveur de l'engagement des jeunes qui se tiendra la semaine prochaine. Du 18 au 23 mars aura lieu la première édition du bootcamp e-sport aux écoles militaires de Bourges. À cette occasion, l'équipe du ministère des Armées Arquet se réunira pour se préparer aux futures compétitions e-sport de 2025. L'événement est ouvert au public, l'occasion de venir à la rencontre des joueurs et d'assister au match. Les membres de l'équipe sont issus des 3 armées et de la Dirisie. Les joueurs seront accompagnés par leur coach et manager ainsi que par un psychologue et une diététicienne à l'instar des sportifs de haut niveau. Cet événement témoigne de l'engagement croissant des armées françaises dans l'univers des compétitions de jeux vidéo, un domaine qui passionne plus de 10 millions de Français, et notamment les jeunes. Il met en avant les valeurs communes entre l'e-sport de haut niveau et les armées, discipline, entraînement intensif, gestion du stress et importance du travail en équipe. Lors d'un précédent point presse, j'avais annoncé la tenue du concours culinaire militaire international à Fort Gregg Adams aux États-Unis. Je tiens à féliciter l'équipe de France qui a remporté le titre de meilleure équipe internationale d'or lors de cette compétition. Bravo à cette équipe. Enfin, je vous signale l'apparition du nouveau magazine Esprit Défense, consacré à des informations que vous pourrez trouver à l'issue de ce point presse. Et de même, vous avez également la dernière édition de Thermag. J'en ai fini avec les actualités. Avez-vous éventuellement des questions sur les actualités? Si pas de questions, je passe directement au focus thématique, le commandement de la cyberdéfense au cœur des combats d'aujourd'hui. Les nouveaux espaces de conflictualité tels que mis en lumière par la loi de programmation militaire concernent l'espace, le cyberespace et les fonds marins. Avec le triplement du budget pour la cyberdéfense, le ministère des Armées se mobilise pleinement pour répondre aux multiples enjeux de sécurité et de défense que cet espace immatériel pose. L'actualité nous le rappelle quotidiennement, la menace cyber est permanente et en constante évolution. Le président de la République a soulevé cette réalité préoccupante lors de son allocution aux Français la semaine dernière, lorsqu'il a dénoncé les attaques numériques menées par la Russie contre nos hôpitaux qui visent à bloquer leur fonctionnement. Identifiée dès 2008 dans le livre blanc, la résilience cyber a été définie comme un objectif stratégique dans la revue nationale stratégique de 2022. Pour préserver ses intérêts dans ce milieu, le ministère des Armées s'est doté de doctrines, de moyens et d'une organisation robuste en matière de cyberdéfense. En 2017, le commandement de la cyberdéfense, appelé ComCyber,
a été créé pour répondre à ces nouveaux enjeux. Ce commandement opérationnel rassemble les forces de cyberdéfense du ministère sous une autorité interarmée. Le colonel Zeger va nous présenter le rôle et les actions du commandement de la cyberdéfense, alors que l'édition 2025 de l'exercice interarmé de cyberdéfense organisé par le ComCyber, l'exercice DEFNET, est sur le point de commencer. Je laisse maintenant la parole au colonel Zeger pour justement vous présenter un petit peu ces enjeux. Madame la déléguée, mon général, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis le colonel Zeger, je suis effectivement responsable des opérations au sein de l'état-major du commandement de la cyberdéfense, le ComCyber. J'ai été affecté au sein du ComCyber il y a 2 ans, après un parcours essentiellement opérationnel réalisé au sein d'unités d'infanterie de marine. Je suis ravi d'être présent ce matin pour vous présenter l'exercice DEFNET, notre exercice annuel majeur de cyberdéfense, qui illustre le type de combat mené par les armées françaises dans le cyberespace. Mais avant de vous présenter plus en détail l'exercice, je tiens tout d'abord à vous resituer le positionnement du ComCyber au sein des armées et préciser le rôle que nous jouons aujourd'hui dans les opérations militaires. J'aborderai donc les points suivants. Tout d'abord, une présentation rapide et générale du ComCyber à travers ses missions et ses prérogatives. Je détaillerai par la suite les évolutions majeures que nous percevons de la conflictualité observée dans le cyberespace. Je poursuivrai avec une présentation de notre modèle d'organisation pour illustrer comment le cyber s'intègre au sein des armées. Et enfin, je terminerai par une présentation plus détaillée de l'exercice DEFNET. Concernant tout d'abord le rôle du ComCyber au sein des armées, le ComCyber est chargé sous l'autorité du chef d'état-major des armées de la conduite des opérations militaires dans le cyberespace, dans ce que nous appelons les 3 domaines de lutte. Tout d'abord, la lutte informatique défensive, qui est le domaine le plus connu, où il s'agit de défendre nos systèmes d'information contre la menace cyber. Ensuite, la lutte informatique offensive, qui cadre l'utilisation de capacités cyberoffensives pour dégrader des systèmes numériques adverses. Et enfin, la lutte informatique d'influence, domaine de lutte sans doute le moins connu du grand public, où il s'agit de conduire des opérations d'influence dans la couche informationnelle du cyberespace. Concernant ce domaine très particulier, je précise que le périmètre d'action du ComCyber est restreint à l'appui aux opérations militaires hors du territoire national. Nous sommes ici bien dans une logique de protection informationnelle des forces militaires, où notre rôle consiste à détecter les attaques informationnelles, les caractériser, les analyser, afin de réduire leur résonance. Les opérations cyber sont considérées comme des opérations militaires à part entière. Elles ont bien sûr une sensibilité particulière et nécessitent donc un contrôle strict. Elles s'intègrent pour cela dans une chaîne de commandement et un cadrage opérationnel précis. Pour préserver l'efficacité de nos opérations, elles demeurent de nature discrète, secrète, mais elles sont assumables par nos autorités politiques et militaires car elles sont conduites dans le respect du droit international. Diapositive suivante. Je poursuis maintenant avec quelques évolutions majeures que nous percevons dans le cyberespace. Il faut être tout d'abord conscient que les armées appréhendent aujourd'hui le cyberespace comme un espace de conflictualité à part entière. Il a néanmoins une singularité bien particulière par rapport aux autres champs de confrontation, dans la mesure où les États s'y affrontent déjà dès les phases de compétition et bien avant l'engagement armé. C'est pourquoi le ComCyber est aujourd'hui confronté à une conflictualité qui est déjà présente et permanente dans le cyberespace. Nous sommes les témoins de plusieurs lignes de force très claires. Nous observons tout d'abord un usage décomplexé des capacités cyberoffensives par nos adversaires. Cela se traduit par une croissance continue de la menace cyber à laquelle nous sommes exposés, tout comme les acteurs privés et les grands opérateurs de l'État. Dans ce domaine, le conflit ukrainien nous offre un panorama riche d'enseignements sur le potentiel des capacités cyberoffensives et l'utilisation qui peut en être faite par nos compétiteurs stratégiques pour façonner l'espace de bataille. Dans les exemples marquants de ce conflit, nous retenons une cyberattaque ayant ciblé un opérateur de télécommunications ukrainien en décembre 2023, qui a entraîné une indisponibilité temporaire du réseau mobile et de l'accès à Internet. Cette attaque, qui était attribuée à la Russie par le renseignement ukrainien, a perturbé le système de commandement des capacités de défense antiaérienne ukrainienne,
et a facilité une campagne de frappe cinétique russe sur le territoire ukrainien. Cet exemple illustre comment le cyber peut s'intégrer dans une manœuvre militaire globale et comment le cyber peut produire des effets directs en appui des opérations militaires. Deuxième tendance que nous observons est celle d'un investissement massif et désinhibé de nos compétiteurs dans les campagnes numériques de manipulation de l'information. Je prends pour exemple cette fois-ci l'Afrique de l'Ouest, qui est une zone emblématique de la lutte informationnelle conduite par des acteurs d'influence adverses à l'encontre des intérêts des armées françaises. En août 2023, alors que nous étions en plein désengagement du Niger à la suite du coup d'État, la France est accusée sur les réseaux sociaux de planifier une opération d'invasion militaire du Niger. Cette manœuvre de désinformation s'appuie sur la diffusion d'un faux document, un ordre d'opération fictif qui reprend le canevas utilisé par les armées françaises. Et ce sont les cybercombattants du ComCyber qui ont détecté cette diffusion et mené par la suite un important travail d'investigation numérique pour analyser le document et contrer cette désinformation dans une logique de fact-checking. Enfin, nous observons la tendance d'une synchronisation entre les actions d'influence et les opérations cyberoffensives. Aujourd'hui, les attaques cyber sont systématiquement valorisées et amplifiées dans le champ informationnel, si bien que l'impact opérationnel de ces attaques n'est pas tant technique, mais relève désormais davantage de l'atteinte à l'image. À la suite de l'arrestation en France de Pavel Durov, le PDG de Telegram, en septembre 2024, les institutions françaises ont été la cible d'une vague de cyberattaques de représailles conduites par des groupes cybercriminels. Ces attaques, de type déni de service, ont présenté un faible niveau de technicité et n'ont eu finalement qu'un impact très limité sur les systèmes qui ont été visés. Mais elles ont été systématiquement revendiquées sur les réseaux sociaux, beaucoup exagérées et amplifiées dans les effets qu'elles produisaient réellement auprès des systèmes qui étaient visés. Si bien que nos adversaires arrivent finalement à insuffler l'idée que l'État est vulnérable et n'a pas les moyens de se défendre. De par son positionnement particulier à la convergence des domaines de lutte, le ComCyber peut adresser toutes ces problématiques, qu'elles soient de nature cyber-technique ou informationnelle, et nous sommes ainsi capables à la fois de remédier à une attaque cyber, tout en caractérisant une éventuelle manœuvre informationnelle qui vise à l'amplifier. Les retours d'expérience que je viens de citer, que ce soit l'Ukraine ou la zone africaine, sont très précieux car ils permettent d'adapter nos modes d'action et de nourrir le scénario d'entraînement de DEFnet afin de placer nos cybercombattants au plus près de la réalité. Diapositive suivante. Concernant notre modèle d'organisation, je précise que le ComCyber s'appuie pour conduire ses opérations sur des unités spécialisées appartenant aux différentes armées. Notre modèle n'est donc pas organisé autour du concept d'une armée cyber qui aurait pu être structurée en dehors de l'architecture des trois armées. Au contraire, nous pensons que la conservation de ces unités au sein de leurs armées d'appartenance est essentielle car elle permet aux cybercombattants d'entretenir une bonne connaissance du milieu et de l'environnement dans lequel ils combattent. Pour favoriser les échanges et les synergies entre ces différentes unités, le chef d'état-major des armées a créé en janvier 2023 la communauté cyber des armées. Elle regroupe autour du ComCyber les unités des armées disposant de capacités cyber éprouvées dans les trois domaines de lutte, afin de générer des opportunités de partage, d'entraînement, de préparation opérationnelle et de développement commun de capacités. Nous totalisons ainsi 4000 cybercombattants, avec une cible portée à 5000 en 2030, cadrée par l'actuelle loi de programmation militaire. Le cyber est aussi un domaine qui permet des partenariats et des échanges internationaux, essentiellement dans le domaine de la lutte informatique défensive, où le partage est très fluide en termes de renseignements techniques. Dans le domaine cyberdéfensif, le renseignement ne vaut que s'il est partagé, car ce partage permet de mieux contrer la menace. Parmi les partenaires de confiance européens, je peux citer la Belgique, la Pologne, l'Estonie ou l'Allemagne. Diapositive suivante. Pour faire face à l'accroissement de ces menaces, les cybercombattants des armées s'entraînent au quotidien pour entretenir leurs compétences techniques et éprouver la capacité des armées à faire face à des attaques cyber ou informationnelles dont elles pourraient faire l'objet en opération extérieure.
Le ComCyber organise donc du 17 au 28 mars l'exercice DEFNet, qui représente l'opportunité unique de rassembler sous l'autorité du ComCyber l'ensemble des chaînes de cyberdéfense des armées, directions et services. Cette ambition nous permet de tester toute la chaîne de remontée et de traitement des incidents cyber, depuis le niveau tactique jusqu'au niveau stratégique, et dans les différents domaines de lutte, que ce soit la lutte informatique défensive ou celui de la lutte informatique d'influence. Pour cette édition, nous nous appuyons sur le scénario d'un engagement de haute intensité, qui est fictif mais réaliste, et qui offrira un cadre exigeant particulièrement propice pour pousser nos cybercombattants dans leur retranchement. Pendant 2 semaines, nos cybercombattants seront placés dans un contexte opérationnel difficile et feront face à un volume particulièrement élevé de cyberattaques, dont certaines seront complexes et simultanées. Le réalisme est l'un des objectifs de l'exercice. Les cybercombattants interviendront ainsi directement sur les systèmes d'information et les systèmes d'armes qui sont réellement utilisés par leur armée. Les incidents cyber seront simulés, mais auront pour objectif de représenter le plus fidèlement une réalité possible, car nous avons le devoir de nous préparer à tous les combats, quel que soit l'adversaire. Un Media Day sera organisé pendant l'exercice le 25 mars à Rennes, ville ayant développé une forte implantation dans la cyberdéfense. Pour les intéressés, il vous permettra d'être au plus près des cybercombattants engagés dans l'exercice et de plonger dans le combat cyber à travers l'effervescence d'un centre opérationnel de cyberdéfense. Mesdames, Messieurs, ceci conclut ma présentation et je me tiens prêt à répondre à vos questions. Bonjour, on connaît. Comment vous vous coordonnez avec Viginum en matière de défense contre les opérations numériques étrangères? La coordination interministérielle sur le plan de la lutte contre la manipulation de l'information, aujourd'hui, elle est en place, elle est très efficace, elle est maintenant rodée. Et nous avons des connexions avec Viginum qui sont très fréquentes. Nous les voyons toutes les semaines. Donc nous avons des réunions hebdomadaires avec Viginum, également avec d'autres acteurs de l'État comme les services de renseignement qui peuvent nous apporter des renseignements aussi sur ces attaques informationnelles. Et le partage de l'information est très fluide avec tous ces acteurs. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une très grande avancée qui a été mise en place dans le cadre de la lutte contre la manipulation de l'information et nous avons des connexions très fluides avec Viginum. Alors moi, j'aurais peut-être une question sur le profil des cybercombattants. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus le profil du cybercombattant ? Alors effectivement, le ComCyber recrute, comme je l'ai dit, il y a un effort de recrutement qui est porté pour atteindre la cible des 5000 cybercombattants en 2030. Et nos profils sont très variés. Comme je l'ai indiqué, dans les 3 domaines de lutte, notre champ d'action est très large. Nous recrutons des profils qui peuvent être très techniques, des experts en sécurité informatique, mais également des profils plus variés. Ça peut être des experts en recherche de renseignements en source ouverte, comme des OSINTER. Ça peut être des experts en marketing digital pour appuyer nos opérations d'influence. Ça peut être des personnels ayant des compétences plus techniques de capacités cyberoffensives, ce que nous appelons des pentesters. Donc nous recrutons vraiment dans tous ces domaines. Aujourd'hui, la concurrence est bien sûr rude avec le milieu civil qui cherche aussi ces mêmes compétences. Mais nous arrivons néanmoins à recruter, nous sommes sur nos objectifs, car le ComCyber aujourd'hui présente un intérêt opérationnel particulier pour ce type de profil. Nous présentons un cadre d'emploi que des entreprises privées ne peuvent pas offrir pour ce type de personnel. Nous allons passer au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet. Merci beaucoup, colonel, pour cette présentation. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer ce tour d'horizon des opérations avec l'Europe qu'on va brosser du nord au sud, de la Baltique à la Méditerranée orientale, où, comme vous le savez, les armées françaises sont engagées au quotidien au profit des alliés. Tout d'abord en Lituanie, la mission de surveillance de l'espace aérien des États baltes, Enhanced Air Policing, EAP, continue depuis la base aérienne de Šiauliai, où 4 rafales de l'armée de l'air et de l'espace sont déployées. Vendredi 7 mars, un avion de ravitaillement russe, un Ilyushin 78, a été intercepté au large des côtes estoniennes. L'avion ne se conformait pas aux réglementations aériennes internationales. Ensuite, en Roumanie, le bataillon multinational de l'OTAN, sous commandement français, maintient son niveau de préparation opérationnelle. Il a réalisé cette semaine un exercice tactique opposant, dans un scénario réaliste, les véhicules blindés du détachement français à l'infanterie mécanisée espagnole. Ces exercices riches en enseignements renforcent la cohésion et la force du bataillon. En mer Baltique maintenant, le patrouilleur de haute mer Jakubet
poursuit son déploiement au sein de l'activité de vigilance Baltic Sentry, dont l'objectif est de dissuader toute menace pesant sur les infrastructures sous-marines et stratégiques en mer Baltique. En mer du Nord, le bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme est engagé depuis le 3 mars dans l'exercice norvégien Joint Viking 25. Cet exercice de haute intensité simule la défense du territoire norvégien face à une agression et il mobilise environ 10 000 soldats de 8 nations, que sont l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la Finlande, la France, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Sous le commandement du SNMG1, Task Group de l'OTAN, le BCR Somme assure la permanence du ravitaillement à la mer pour l'ensemble de la flotte alliée. En tant que seul ravitailleur, il soutient également l'exercice amphibie de débarquement sur les côtes norvégiennes. Cet exercice illustre la détermination des Alliés à défendre les approches maritimes et les frontières terrestres de l'Europe. On passe maintenant en Méditerranée centrale où le patrouilleur de haute mer commandant Biro ainsi qu'un sous-marin nucléaire d'attaque participe à l'exercice de l'OTAN de lutte anti-sous-marine Dynamic Manta 25. Il est organisé par Marcom et il est hébergé par l'Italie. Cet exercice de grande envergure regroupe 11 nations alliées qui sont l'Allemagne, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Turquie. Il comprend 9 unités de surface, 6 sous-marins, 13 avions de patrouille maritime. Donc, ce scénario de combat naval moderne avec ces sous-marins de dernière génération démontre le savoir-faire de l'OTAN dans le domaine de la lutte anti-sous-marine et témoigne du haut niveau de préparation des Alliés au combat naval moderne dans tous les milieux. Au large de la Sud, en Crète, le chasseur de mines tripartite Capricorne poursuit sa participation à l'exercice multinational de guerre des mines Ariadne 25, organisé par la Grèce. Il regroupe la Roumanie, les États-Unis, la Belgique et la France. L'exercice simule un environnement tactique complexe dans lequel les marines participantes doivent rétablir la liberté de navigation dans les eaux territoriales non sécurisées grâce à des actions de détection, de traitement et de destruction des mines. Cet exercice témoigne de la volonté des marines participantes à renforcer leur coopération pour préserver un espace méditerranéen ouvert et sûr. Par la France pour cette partie européenne, la France où, dans le cadre de la mission EUMAM, la formation initiale de fantassins et de sapeurs ukrainiens se poursuit. La semaine dernière, le détachement français a entamé une phase de formation au tir et à la lutte anti-drone du partenaire ukrainien. Ces formations répondent aux besoins exprimés par le partenaire et témoignent du soutien résolu de la France dans son appui militaire à l'Ukraine. Passons maintenant à la Méditerranée orientale, où une frégate est toujours déployée au plus proche de la côte libanaise pour contribuer à l'appréciation autonome de situation de la France dans cette région. Après une escale à Alexandrie, cette frégate a réalisé des manœuvres de lutte anti-sous-marine avec la frégate égyptienne Taya Mir. Et la coopération avec ce partenaire majeur de la zone démontre l'engagement commun des armées françaises et égyptiennes pour la stabilité régionale. On passe au Liban où la France poursuit sa participation au sein du mécanisme de supervision de cessation des hostilités et travaille au profit de la paix et de la stabilité au Liban. Cette semaine, le mécanisme s'est réuni pour la 6e fois, réaffirmant son soutien à l'application de la résolution 1701 et au respect de l'accord de cessez-le-feu du 26 novembre 2024. En parallèle, les militaires de la Force Commander Reserve, la FCR de la FINUL, continuent leur patrouille à travers l'ensemble de leur zone d'opération. Cette semaine, la FCR a mené une mission de réouverture d'itinéraires pollués par des munitions non explosées en appui des forces armées libanaises, les FAL. Déterminée à faire appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la FINUL appuie quotidiennement l'action des FAL dans le sud du pays afin de favoriser le retour des populations. On passe au Levant où les rafales de la base aérienne projetée continuent d'assurer la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone afin de lutter contre les résurgences de Daesh. Ils ont également réalisé des vols d'entraînement dans le cadre d'un exercice de défense air-air avec l'armée irakienne. Ces vols de Partner Nation Integration permettent un échange privilégié avec les forces irakiennes et renforcent la coopération bilatérale entre les deux nations. Passons maintenant à l'Afrique, notamment au Gabon, où les activités de coopération opérationnelle avec les forces armées gabonaises, les FAG, donc, se poursuivent.
Cette semaine, le détachement de liaison a participé à 2 séquences d'instruction opérationnelle. D'abord, une formation multidomaine à destination des forces armées gabonaises centrée sur le déminage, la détection des engins explosifs improvisés et les techniques de secourisme au combat. Et ensuite, une formation au combat interarmes en zone urbaine. Les armées françaises s'engagent aux côtés des forces armées gabonaises dans une coopération militaire qui s'appuie sur une vision partagée des enjeux sécuritaires. Après avoir contribué à la sécurité et à la stabilité régionale au sein de l'opération Corim, on parle du porte-hélicoptère amphibie de la mission Jeanne d'Arc 25, qui a fait escale à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Il a participé à un exercice amphibie et aéroporté aux côtés des forces armées ivoiriennes. Véritable prolongement à terre de l'action en mer, cet exercice a vu l'engagement du groupement tactique embarqué, le GTE du PHA, aux côtés des troupes parachutistes des forces armées de la République de Côte d'Ivoire, les FACI, du 1er bataillon de commando parachutiste, le 1er BPC. L'exercice constituait en des opérations aéroportées, appuyées par des hélicoptères du sous-groupement aéromobile embarqué à bord du PHA. Les troupes ivoiriennes et françaises se sont ainsi entraînées au saut en ouverture automatique, opposé d'assaut, ainsi qu'aux techniques de livraison par air. L'articulation fine entre le détachement de liaison à Abidjan et le PHA en mer rend notre dispositif apte à répondre aux besoins de coopération et d'entraînement exprimés par la Côte d'Ivoire. On passe maintenant au Cap-Vert où 3 Rafales ainsi qu'un A400M du détachement Bubo ayant participé à la sécurisation du lancement d'Ariane 6 en Guyane française ont fait escale au Cap-Vert lors de leur retour. L'accueil par le Cap-Vert illustre la diversité des partenariats des armées françaises et permettant de bénéficier de différents points d'appui dans la région. Passons maintenant à la zone Indo-Pacifique. Alors à La Réunion, plus de 500 militaires des FASOI, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, poursuivent leur engagement en soutien de la population suite au passage du cyclone Garance. Les actions en appui des autres services de l'État et sur demande de concours de la préfecture consistaient cette semaine dans la réouverture d'axes obstrués ainsi que dans les livraisons d'eau potable aux communes les plus isolées. À Mayotte, la mobilisation des armées pour la reconstruction se poursuit activement. L'action du bataillon de reconstruction soutient l'initiative des autorités publiques et s'effectue sous contrôle de l'autorité du ministère des Outre-mer. Les premiers chantiers lancés à la demande de la préfecture se poursuivent avec l'engagement des militaires dans des campagnes de déblaiement en vue du rétablissement et de la sécurisation des infrastructures municipales de Mayotte. Cette semaine, des actions ont aussi eu lieu sur la commune de Bandraboua et Mtsangadoua, pour remettre en état les stades municipaux et permettre la reprise des activités sportives. L'expertise et l'expérience des sapeurs pour ce type de chantier en environnement complexe viennent appuyer les autres services de l'État dans cette mission de reconstruction. On passe à la mission Clémenceau 25, puisqu'à la suite de son escale à Singapour, le groupe aéronaval a appareillé cette semaine et il fait désormais route vers l'océan Indien et le détroit de Malacca pour y conduire l'exercice bilatéral franco-indien Varuna. Nation résidente de l'Indo-Pacifique, la France est présente aux côtés de ses partenaires régionaux pour œuvrer pour un espace Indo-Pacifique ouvert et stable. On passe à la Polynésie française où le patrouilleur outre-mer Terieru à Terieruitera mène une mission dédiée à la lutte contre la pêche illégale dans la zone économique exclusive française. Ce déploiement témoigne de l'engagement des armées à préserver les ressources halieutiques, à lutter contre les trafics en tout genre et à protéger la biodiversité ainsi que l'environnement marin. Toujours dans le Pacifique Sud, au large du Vanuatu, dans le cadre de l'opération de police des pêches Raibalang, conduite par le Forum Fisheries Agency, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer d'Entrecasteaux a rallié l'archipel du Vanuatu pour y conduire une mission de police des pêches dans le cadre des accords signés avec le partenaire. Durant cette mission, un contrôleur des pêches vanuatais a pu embarquer à bord pour participer à la mission. Les armées françaises et le Vanuatu s'engagent pour préserver les ressources halieutiques. On termine par la zone anti-Guyane avec le lancement réussi d'Ariane 6 la semaine dernière qui transportait le satellite militaire CSO-3 et qui marque une étape importante pour la souveraineté européenne dans le domaine spatial. Il vient aussi renforcer les capacités d'observation et l'autonomie stratégique de la France. Ce succès s'appuie notamment sur la contribution des armées françaises à la sécurisation du centre spatial guyanais, le CSG, assuré par l'opération interarmée Titan.
Cette année, le dispositif Titan a été renforcé par une présence aérienne accrue grâce à la mission Bubo de l'armée de l'air et de l'espace, démontrant l'engagement de la France pour la protection de ses intérêts stratégiques et la garantie d'un accès sécurisé à l'espace pour l'Europe. Merci beaucoup, colonel, pour cet exposé, ce point de situation. Et nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, ici à Ballard. Et nous vous souhaitons une très bonne fin de semaine.